Merci. Alors justement, pour rebondir sur ça, qui sont les clients, mais aussi quel est le lieu dans lequel on s'implante. Et là, en l'occurrence, Miguel, pour reparler un petit peu du Portugal, qui vient de connaître, enfin, qui connaît un boom incroyable en hôtellerie, que ce soit à Lisbonne ou ailleurs, et notamment à Comporta. Vous, en vous implantant là-bas, on en avait un petit peu discuté. Vous sentez aussi que vous avez un rôle et une responsabilité sur l'image que vous voulez, vous et tous ceux qui sont à Comporta, donner à Comporta au-delà de l'hôtel seul. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis la crise en 2011, on a bien rebondi. Donc, comme quoi, parfois, il faut toucher très très bas pour repartir, pour des bonnes bases. Et effectivement, Comporta, donc c'est un lieu où j'y vais depuis très très longtemps, donc peut-être plus connu du public depuis un certain temps parce que c'est dans la presse et on en parle. Et c'est vrai que c'est un lieu vierge et que c'est dommage d'avoir la tentation de faire les mêmes erreurs qu'on a fait en Algarve, qu'on a fait en Espagne. Donc, heureusement que les autorités sont assez strictes et donc ça se construit petit à petit et donc les gens essaient de respecter, je vois quand même, et plus peut-être les étrangers, même parfois que les locaux, essaient de respecter les codes. Et donc ça, c'est quand même un grand avantage. Il y a un commerce qui s'implante petit à petit, des restaurants. Donc on n'a pas encore vu défiler, j'espère pas si vite, c'est pas péjoratif, j'ai pas envie de voir Hermès ou Louis Vuitton dans les petites rues de Comporta aussi vite, parce que sinon je crois qu'il faut faire les valises et aller un peu ailleurs. Donc c'est un autre tourisme, c'est pas du... les gens cherchent... Plus d'authenticité. La différenciation, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de paparazzi, enfin, les gens, il y a toutes les célébrités qui sont passées, qui ne sont pas en fait, on est plus caché là, contrairement à Saint-Trope où on allait pour se faire voir. Là, les c'est peut-être communautés vivent en harmonie. Enfin, il y a beaucoup de Brésiliens, de Français, et toute l'année. Aujourd'hui, c'est plutôt toute l'année. Donc, avec l'hôtel, pour moi, c'est le point de départ pour m'impliquer dans d'autres choses, comme j'avais dit, avec Vicky Village, avec les producteurs de riz, donc d'essayer d'avoir plus tard donc ce riz-là, plutôt pour faire les produits de beauté qu'on est en train de lancer, avec la marque Oriza. Donc, on veut créer une histoire, on n'a pas inventé, on fait comme Caudalie a fait à peu près autour des raisins. Donc, je trouve qu'il y a une belle histoire autour du riz, il y a des qualités du riz très intéressantes pour les produits. Et d'ailleurs, toutes les marques ont un ou deux produits avec du riz, de riz, mais pas une seule marque qui... Oui, parce qu'à Comporta, il y a énormément de rizières. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais en fait, il y a la mer, les rizières et le village. Exactement. C'est ce qui est très particulier, donc, en effet. C'est un lieu paysage... qu'on a envie de préserver, et préserver, ça ne veut pas dire non plus ne rien faire. C'est justement construire dans la bonne direction. Il n'y a pas que moi comme acteur, il y a d'autres acteurs, mais... ça se passe bien pour le moment. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un consensus entre vous aussi pour préserver. C'est-à-dire vous n'êtes pas tout seul, tout le monde est d'accord avec cet état d'esprit. Donc ça, c'est bien. Par rapport à tout ce qu'on a dit avant aussi, ces thèmes de créativité qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, je vous ai entendu dire que vous travaillez chacun avec des talents, vous avec toutes vos collabs et vous aussi avec les locaux. Donc ça, c'est déjà en soi un talent de trouver les bonnes personnes, de savoir les fédérer. Et j'ai l'impression aussi que pour être sûr d'être toujours... En fait, il faut toujours être à la pointe et toujours à l'affût, toujours être vigilant sur ce qui se passe. Parce que finalement, la créativité, c'est pas qu'on fait un beau lieu et puis une fois qu'il est fait, eh bien, on n'a plus qu'à se reposer et puis attendre que ça vienne. Non, il faut toujours, et c'est ce que vous faites, vous, en faisant un pop-up à Tulum, en faisant cette tournée des bars à Bangkok, en faisant le partenariat avec les locaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ça, parce que finalement, c'est être à l'affût et c'est être extrêmement vigilant et c'est très prenant. C'est ce qui est enthousiasmant, mais du coup, ça nécessite une véritable organisation et une implication totale, me semble-t-il. Vas-y. Oui, absolument. C'est aussi ce qui fait que l'expérience est riche pour nous aussi. Vous disiez qu'il fallait satisfaire le client, le personnel, le staff, les investisseurs. Mais aussi nous, les acteurs, il faut faire les choses avec passion et il faut que ce soit riche et diversifié. Et donc, on est déjà les premiers bénéficiaires du fruit de ces collaborations. C'est-à-dire que c'est passionnant de définir. On avait développé la carte du restaurant avec Philippe Labbé en 2014, qui était à l'époque au
au Shangri-La à Paris, qui était le chef de l'année Goemio cette année-là. S'asseoir avec un chef multi-étoilé et définir quel genre de table on sera. On ne cherchait pas du tout une chasse aux étoiles, mais définir avec quelqu'un de niveau de talent quelle doit être la table des bains, c'était fascinant. Ou chercher l'odeur exclusive, le parfum, l'identité olfactive des lieux avec un très grand nez. C'est fascinant. Donc c'est d'abord enrichissant pour ceux qui développent les projets. C'est déjà une expérience formidable. On parle beaucoup d'expérience pour les clients, mais voilà, finalement, l'expérience que nous, on a au premier chef, c'est merveilleux. Oui. C'est vrai ce qu'il dit Jean-Pierre. Bon, moi, en plus, je suis architecte, donc c'est sûr qu'au départ, c'est parti plutôt du côté de la créativité à l'état pur. Donc au niveau de la décoration, de l'architecture, oui, je me suis pris au jeu. Mais à un moment donné, il y a un peu plus que ça aussi. Effectivement, faire des endroits waouh et étonner toujours les gens avec les nouveaux endroits qu'on fait, c'est important. Mais pour notre dimension même aussi personnelle et pour l'entourage avec qui on fait ça, donc c'est très important. Comme tu disais, avec le personnel, il faut satisfaire le personnel. Moi, je vois, par exemple, j'ai la chance que je vois que le personnel dans mon hôtel est très enthousiaste avec le projet. On n'a pas encore vraiment commencé, on a déjà fait 2-3 événements. Et unique des compliments parce qu'ils sont jeunes, ils sont motivés, ils viennent d'horizons très différents. Donc il y a un vrai mélange, 100 personnes quand même dans un petit énorme, village qui doit avoir peut-être 300 personnes. Donc c'est beaucoup. On a changé un peu le village. Après, donc, ce côté social qui est important. Donc on ne fait pas un hôtel 5 étoiles, tourner le dos au village et pratiquer des prix indécents pour ces gens-là, je veux dire. Et donc il faut des contreparties. Donc ça, aujourd'hui, c'est important. Il faut savoir donner pour savoir prendre. Exactement, donner. Donc c'est important. Après, le côté écologique, comme j'ai dit, quand j'ai commencé l'hôtel avec les bureaux d'études, que j'ai dit que mes prémices, donc je veux du solaire, je vais aller le plus loin possible pour que ça soit presque comment est-ce qu'on dit, zéro, enfin impact zéro. Les bureaux avec qui je travaille, ils n'avaient pas l'habitude de ça, donc ils ont. Oui, donc il y a énormément d'échanges et l'eau, il y en a plein devant toi. Tu vas récupérer de l'eau, l'électricité, c'est compliqué. Tout. Mais justement, je crois qu'il faut se dépasser pour avancer. On ne va pas sauver la planète parce qu'on a fait un hôtel avec des 700 mètres carrés de panneaux solaires pour être autonome. On ne sauve pas la planète parce qu'on récupère la pluie et les eaux souterraines pour l'arrosage. Mais c'est plein de gestes comme ça, ça peut, qui font la différence. Ça peut faire la différence. Et Amalia, justement, aussi bien Jean-Pierre que Miguel parlent des collaborateurs, parce qu'effectivement, tous ces lieux-là, c'est toujours pareil, ils sont beaux, on a un contenu, on a une expérience, on a une programmation. Sans les collaborateurs, ça devient compliqué. Et là, pareil, je pense que c'est une formation qui est tout à fait spécifique, c'est un état d'esprit auquel il faut adhérer, c'est une vision dans laquelle il faut croire. Et là, vous aussi, vous allez jusque-là dans l'accompagnement. Oui, ça, c'est ma grande passion. Et je pense la formation des employés, venir en contact. Et je pense que tous, qu'on est dans le travail de l'hospitalité, des restaurants, des hôtels, même si c'est du côté du design, on est ici pour venir en contact avec les gens et transmettre cette passion. Alors, c'est très important. Bien sûr que ça commence par les propriétaires, mais d'essayer à la base de travailler et d'essayer de trouver la passion de chacun des employés de l'hôtel. Alors, pendant la formation que je fais à la plupart des hôtels Palace comme le Ritz à Paris, le Plaza Athénée à Paris et le Connaught à Londres, c'était toujours d'essayer de travailler avec chaque employé un sur un pour plutôt sur la langue du corps et comment engagement exactement et comment est-ce que je viens en contact avec les autres. On est toujours connectés aujourd'hui et c'est très important de venir en contact et au luxe d'essayer d'élever le client, de le faire se sentir un peu quelque chose de basique. Et ça vient du design, mais ça vient aussi des gens.
Oui. Bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'imagination à avoir dans la formation des collaborateurs, surtout dans des lieux atypiques comme les vôtres. Je ne sais pas, vous vouliez dire quelque chose, non? Non, Ah mais ouais. c'est sûr que oui, sur le luxe, effectivement, comme dans beaucoup de domaines, les codes ont changé et ils continuent de changer et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Il faut dépoussiérer aussi tout et bousculer un peu tout ça. Et effectivement, au bain, Vous êtes précurseur, par souvent. définition, oui, un hôtel 5 étoiles. Dans le 3e arrondissement où il y a une boîte de nuit, etc. C'est des choses qui surprennent souvent et en revanche qui ont une vraie attraction puisque c'est vraiment un succès. Je racontais à Miguel, on discutait tout à l'heure, qu'au début, quand j'ai voulu transformer, parce que avant, en 2015, c'était pas un hôtel. Il y avait juste la fameuse boîte de nuit ou avant le spa et au-dessus, c'était des bureaux, des appartements. Et quand j'ai commencé à faire mon roadshow, à frapper aux portes des banques pour dire prêtez-moi de l'argent, on va faire un hôtel 5 étoiles au bain-douche, mais les gens pensaient que les banquiers pensaient que j'étais tombé sur la tête. Et ils me disaient revenez, refaites votre projet, retournez voir votre architecte, faites-nous un 3 ou 4 étoiles max. Et puis on avisera. Et j'ai dit non. Et la réalité, c'est que finalement, on a trouvé les banquiers qui ont compris. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour des hôtels équivalents 5 étoiles dans le Triangle d'Or, des boutiques hôtels 5 étoiles qui correspondent au même positionnement que les bains dans le 8e, leur prix moyen est inférieur au nôtre. Oh. Donc ça donne envie d'aller voir le banquier et lui dire attention, les codes sont en train de changer. Ouais, absolument. Et moi aussi, je suis passé par là aussi. Hein. oui. Dès qu'on bouscule, forcément, on se heurte à une certaine incompréhension. C'est compliqué d'expliquer à une banque qu'on va faire un prix moyen de 300 €. Mais c'est presque rassurant, en fait. Quand les premiers banquiers disent non, c'est là qu'on sait qu'on tient le bon bout, en général, non? Il faut continuer. Peut-être d'une certaine manière, mais on sait que la route risque d'être un peu plus longue. C'est pas toujours... La route est longue, ouais. Et je pense qu'il y a un autre aspect qui était très intéressant aussi dans ce que vous présentiez, les bains et la Quinta da Comparta. C'est tout ce qui est ligne éditoriale, justement. C'est-à-dire qu'on parle de créativité, mais c'est toujours pareil, il faut quand même que ce soit maîtrisé, sinon on s'y retrouve plus, sinon on ne sait plus de quoi on parle. Et je pense que cette définition de ligne éditoriale, à la fois, c'est celle qui permet à chacun de s'y retrouver, on sait pourquoi on va vous voir, c'est un gage de qualité. Et c'est surtout aussi ce qui vous permet finalement de développer votre marque, de la développer aussi bien à l'étranger avec Tulum ou avec des produits que vous êtes en train de développer par ailleurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Oui, c'est évident. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la chance des bains, c'est qu'il y a une légitimité historique déjà sur le bien-être avec les bains Gerbois et puis sur l'entertainment, la musique, etc. avec les bains-douches. Donc on a cette légitimité qui nous a facilité la tâche. Mais vous la développez beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on se considère comme je disais tout à l'heure, une marque de lifestyle de luxe et un label culturel. Et en fait, on est considéré par la presse, par le public comme un label culturel. C'est-à-dire que il y a eu énormément d'articles dans le monde, dans les Inrocks, où on est considéré comme pas une entité prescriptrice, mais en tout cas qui a clairement une ligne éditoriale reconnaissable chez nous, dans lesquelles une partie de la clientèle peut se reconnaître, parce que, comme tu disais, il faut que les clients en premier lieu s'y retrouvent. Donc nous, on n'a pas cherché le plus grand dénominateur commun, on a cherché à être nous-mêmes en sachant que notre démarche, c'était d'atteindre les autres, avec un certain nombre de choix très précis et très constants, on allait avoir... pour utiliser un terme de réseaux sociaux aujourd'hui, des followers, mais en tout cas des gens qui auraient envie de nous trouver et nous retrouver. Et ça, c'est en quoi la ligne éditoriale est fondamentale. Moi, je n'ai pas encore le track record Non, mais c'est ce que tu vas faire aussi, justement, c'est de définir cette ligne éditoriale. Mais ça se voit déjà. Bon, on a la chance aussi d'avoir ce nom de Comporta, Comporte, et qui ouvre vraiment pas mal de portes. Et je vois l'intérêt, on n'est même pas encore ouvert, et surtout aussi avec les social media, il y a beaucoup d'intérêt pour d'organiser des événements, des mariages, de faire des partenariats. Donc, déjà, on n'a même pas encore ouvert, donc ça oui, c'est déjà. Mais on sait de toute façon que tu feras comme ça, parce que c'est comme ça que tu fais depuis toujours. Mais justement,
par rapport à tout ce thème de créativité, finalement, un peu en guise de conclusion, vous pourrez dire un mot, mais c'est vraiment le fait que ça se retrouve absolument dans tout, que c'est un travail permanent, et c'est d'être sur le qui-vive, et surtout c'est un équilibre très subtil entre tout en réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre l'accent sur plusieurs choses au détriment d'autres, c'est vraiment cet équilibre qui fait que la sauce prend et qu'on s'y retrouve dans la ligne éditoriale, me semble-t-il. Et donc, qui fait que les gens vous suivent presque les yeux fermés quand vous proposez le festival. On ne connaît pas forcément ce que vous programmez, mais on y va parce qu'on sait que c'est vous derrière et donc on s'y reconnaît. Mais chaque aventure, c'est une nouvelle aventure. Et chaque aventure est une nouvelle aventure. Et Voilà. à recommencer. Ouais. Merci. Merci. Merci.